Emmanuel Ruben, dont le titre est Les Méditerranéennes. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais dire que je suis très heureux d'être ici à l'Institut du monde arabe, parce que la dernière fois que je suis venu, c'était pour l'exposition de Benjamin Stora sur les Juifs d'Orient, et j'avais un peu l'impression de retrouver la famille, parce que voilà, c'était ce livre, Les Méditerranéennes, c'est un livre sur ces Juifs d'Orient. Et bon, l'exposition, quand j'ai vu l'exposition, le livre était terminé, donc je pouvais pas rajouter grand chose, mais j'ai pleuré devant il y avait des vidéos des petits films qui avaient été réalisés au Maroc avec des Juifs marocains, et puis il y avait aussi des Juifs algériens qui témoignaient. Et c'était hyper troublant de voir. J'avais vraiment l'impression d'être avec les miens. Alors, ce sont les retrouvailles avec Samuel Vidouble, votre alter ego, on peut le dire. Samuel Vidouble, qui cette fois n'est pas narrateur de cette histoire, mais acteur d'une certaine manière, et qui va partir à la rencontre de sa famille à travers un objet quasiment symbolique pour sa famille, qui est un grand chandelier à 9 branches, qui, semble-t-il, a traversé les âges au cœur de sa famille et a été apporté en France, à Lyon, par la grand-mère Baya dans ses valises, et toute une mythologie existe autour de ce chandelier. Alors, ça n'est pas la première fois que vous utilisez un objet comme porte d'entrée à votre histoire. Qu'est-ce que c'est que ce chandelier, Emmanuel ? C'est un chandelier de Hanouka. Donc le livre en fait commence par un festin, un peu comme Salammbô, vous savez, ça commence par un festin. Là, c'est pas exactement le même genre de festin, même si c'est quand même très haut en couleur. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de rires et de larmes dans ce livre, et ça commence avec beaucoup de rires et d'armes. Donc on commence avec le dernier dîner de Hanouka en décembre 2017. Et pour Hanouka, qui est la fête des Lumières chez les Juifs, le Noël des Juifs, on allume un chandelier, et chaque soir, on allume une nouvelle bougie. Il y a une bougie du milieu qui s'appelle le shamash, et à partir avec cette bougie, on va allumer les autres bougies. Et à chaque fois, on fait une prière. Et donc j'ai décidé à chaque fois, c'est une femme en fait une femme de la famille qui va allumer une des bougies et qui va raconter une des dates marquantes de l'Algérie et de l'histoire de cette famille juive berbère. Alors des histoires qui vont commencer, je crois, avec la tante Déborah, et qui commencent sous le signe du conte, de la légende, parce que ce sont des histoires quand même pour le moins tirées par les cheveux, mais qui sont assimilées dans la famille comme une réalité. C'est-à-dire que c'est la légende familiale, celle qui construit la famille, et peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, finalement. Oui, le chandelier est en fait le seul objet qui a été rapporté d'Algérie dans la famille. Donc c'est un objet présent, contrairement à dans Sabre, en fait, c'était un objet qui avait disparu. Là, c'est le seul objet qui est présent. Et il y a une légende qui court dans la famille que ce chandelier aurait appartenu à la Kaïna, qui était une reine juive berbère du 7e siècle. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans toutes les familles juives berbères d'Algérie, si vous avez lu Gisèle Halimi, vous le savez, alors elle n'était pas d'Algérie, elle était de Tunisie, mais c'est pareil. Il y avait toujours ce mythe en fait que ces juifs d'Algérie ou de Tunisie descendaient de la Kaïna. Donc je commence par des légendes, et puis progressivement en fait on va vers de plus en plus de réel, puisqu'évidemment toutes ces histoires sont inspirées de ma famille maternelle. Oui, parce que toutes ces histoires surtout vont porter Samuel jusqu'à décider à un moment donné de faire le voyage physique dans le passé et le présent, évidemment, forcément. Constantine, qu'on lui a raconté, que ses tantes lui racontent, il va aller à sa rencontre. Il va aller sur place 57 ans après l'Exode pour
constater, pour retrouver la vérité de sa famille? Qu'est-ce qu'il va chercher? Constater que ce pays existe réellement. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille en fait où on parlait de l'Algérie sans en parler en réalité. Elle était toujours présente, elle était à la fois toujours présente, toujours absente. Et personne, dans ma famille, tout le monde est allé en Tunisie, tout le monde est allé au Maroc, ils sont allés dans plein de pays arabes, comme on dit, et ils ne sont jamais allés en Algérie. Je dis arabe, comme on dit, parce que j'aime bien, ici on est à l'Institut du monde arabe, mais j'ai eu le malheur, quand j'étais à Constantine, de dire à un Algérien de parler du monde arabe pour parler de l'Algérie. Il m'a tout de suite repris, il m'a dit, l'Algérie n'est pas un pays arabe, c'est un pays berbère. Et voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a plein de différentes versions. Mais en tout cas, c'était très important pour moi de faire ce voyage. Je suis le seul, en fait, de la famille à être retourné là-bas. Personne n'a osé le faire. C'est que on ne part pas comme ça en Algérie du jour au lendemain. C'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de formalités administratives, dont un visa qui est difficile à obtenir, surtout si on habite à Paris. J'avais la chance d'habiter en province. Et puis surtout, ce voyage, je l'ai fait en janvier 2020, c'est-à-dire juste avant le confinement. Si le confinement était arrivé un peu plus tôt, je n'aurais jamais pu faire ce voyage, et surtout, je n'aurais jamais pu écrire ce livre, puisque j'aurais pas pu écrire ce livre sans y aller. Le livre, en fait, c'est complètement. Je l'avais déjà commencé le livre quand je suis parti, mais je crois que vraiment le livre a pris un nouveau souffle à partir du moment où je suis parti là-bas. Et il prend aussi un nouveau souffle à partir du moment où on comprend que Samuel part en Algérie. Il part en Algérie, pas seulement pour sa famille, non. Il part aussi pour une femme, Jamila. Tout à fait. Et Jamila, c'est l'autre versant de l'histoire. Il y a l'histoire de sa famille, l'histoire des Juifs berbères que vous évoquiez, et puis il y a l'histoire de Jamila. Oui, parce qu'en fait, Samuel a rencontré Jamila, qui est une jeune femme d'origine algérienne qui vit en France et qu'il a rencontré le lendemain des attentats de 2015 à Paris. Et voilà, il est tombé amoureux de Jamila. Et elle va lui raconter en fait toute la version qu'on ne lui a jamais racontée dans la famille, notamment en fait une autre version des massacres de Guelma, qui sont importants parce qu'une partie de la famille a vécu à Guelma. Cette Jamila, elle vient de Guelma, donc c'est vraiment un mot. Il y a un moment où je dis voilà, ce nom de Guelma avait jeté un froid entre eux, parce que voilà, elle lui dit ta famille a vraiment vécu à Guelma, même si toute la famille vient de Constantine. Moi, dans ma famille, en fait, ils sont tous nés à Constantine. Je suis remonté jusqu'au XVIIIe siècle. Ils étaient tous nés à Constantine, mais il y a un moment où ils sont partis vivre à Guelma parce que le grand-père travaillait à Guelma. Et à ce moment-là, voilà, il y a un point de rupture entre Samuel et Jamila. Et surtout, Jamila, elle retourne. Elle part tout de suite quand elle sait qu'il va y avoir la révolution, quand il y a eu Irak. Elle part tout de suite en Algérie pour faire la révolution, comme elle dit. Donc elle lui dit ciao. Et sauf que lui, il lui dit mais je voudrais bien partir faire la révolution avec toi. Elle lui dit c'est bon, vous êtes déjà, je crois que les Français se sont déjà assez bien occupés de l'Algérie, j'ai pas besoin de toi. Donc il y va quand même dans l'espoir de la retrouver, mais ça je vous dirai pas s'il la retrouve ou pas. Il faut peut-être lire le livre pour ça. Ce massacre de Guelma que vous évoquez et qui lui a été raconté par une de ses tantes dans des circonstances effectivement assez épouvantables, et toujours avec ce chandelier qui est là et qui traverse les âges d'une certaine manière comme un témoin de l'histoire. Le chandelier est cabossé. Il y a une des branches du chandelier qui a été cabossée parce que le chandelier est tombé après le suicide du grand-père, qui est un moment important du livre en 1957, en pleine guerre d'Algérie. Donc en fait, c'est comme si chaque branche du chandelier portait vraiment les traces des événements marquants de l'Algérie. Il a été cabossé comme cette famille a été cabossée. C'est le seul objet que la grand-mère a
casé en fait dans sa valise quand elle est montée sur le bateau à Beaune, aujourd'hui à Naba, pour Marseille. Le seul objet rapporté et donc voilà, c'est vraiment à travers cet objet, parce que en fait pour la petite histoire, mais vous le trouverez dans le livre, c'est que le grand-père, au moment où il se suicide, en fait il va laisser un petit mot, et le mot en fait qu'il a écrit, dans lequel il dit 3 fois je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. En fait, il va le parce qu'en fait, bon, il était communiste, il était juif et communiste en 1957. Il travaillait pour la société de prévoyance indigène, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait en fait pour les paysans, pour aider les paysans indigènes, comme on disait à l'époque. Bon voilà, il avait le cul entre deux chaises, il savait pas vraiment quel côté choisir, et donc il se suicide en juillet 57, et il va insérer, en fait, ce petit mot, la grand-mère va l'insérer dans une des coupelles du chandelier. Et en fait, ce témoignage va être retrouvé plus tard par une des cousines de Samuel. Le titre, Les Méditerranéennes, nous signifie qu'il s'agit aussi d'un hommage aux femmes de la famille qui, elles, sont dépositaires de cette fameuse mémoire qu'on évoque aujourd'hui, et qui sont celles qui racontent. Ce sont les conteuses qui ont donc un rôle déterminant, même si, à certaines époques, elles ont pu être spectatrices de l'histoire, mais le fait même qu'elles soient porteuses de l'histoire et qu'elles la racontent en fait des actrices. Tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai souvenir. Moi, j'ai grandi avec ces femmes. J'ai encore, en fait, je me souviens encore de l'odeur de ces femmes quand on était dans la synagogue. Et donc, il y avait les odeurs de coin, des odeurs de coin, de clous de girofle, toutes ces odeurs qu'elles portaient en elles. Bien sûr, le couscous, enfin toutes ces choses vraiment qu'elles ont ramené de la main. Moi, j'ai le souvenir de femmes qui passaient leur temps, en fait, dans la cuisine, en fait, à servir, à faire plaisir aux hommes, à être toujours au service des hommes. Et je voulais, en fait, d'une certaine manière, les venger, en fait, parce que c'est vrai qu'elle me racontait entre deux plats, pendant qu'elle faisait la lessive, la vaisselle ou la cuisine, il y avait un moment où elle me racontait un bout d'histoire, alors que les hommes, ils ne racontaient jamais rien, mais rien. Et même quand je leur montrais que je m'intéressais un petit peu à ça, c'était parce que moi, j'ai fait énormément de recherches, en fait, pour écrire ce livre. Je suis allé à Aix, où j'ai fouillé les archives, je suis tombé sur le dossier de mon grand-père qui s'est suicidé, et quand j'ai montré le dossier du grand-père à mon oncle, donc à son gendre, en fait il y a rien, en fait, il n'y a pas de retour, parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, il a eu l'habitude comme ça de se barricader contre le malheur, alors que les femmes, par moments, en fait, elles laissaient échapper quelque chose. Il y avait... d'une certaine manière, je sais pas, c'était une manière peut-être pour elles de se libérer. Peut-être aussi que, en fait, elles avaient pas tous les codes qui sont gravés, en fait, dans la tête de ces hommes je le dis plusieurs fois, parce qu'en fait, elles vont se retrouver seules sur le bateau, parce qu'en fait, les hommes sont partis plus tôt, en fait. Tous les hommes ont été rapatriés avant les femmes. Non, même souvent, en fait, on fait un peu l'inverse, mais là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et la tante, en fait, va partir. La tante Déborah, elle part alors qu'elle est enceinte de 7 mois, au moment où elle quitte l'Algérie en 1962. Les Méditerranéennes, un formidable hommage aux femmes de votre famille, et le retour de Samuel Vidouble. Merci beaucoup, merci, Emmanuel. Merci. Ruben.